Samedi 8 octobre. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. À New York, travaux de la Commission du désarmement et de la sécurité internationale de l'Assemblée générale de l'ONU. L'Algérie présente un projet de résolution pour la sécurité en Méditerranée. Pont de Crimée, une partie effondrée après une violente explosion. La Russie lance une enquête criminelle. On fait le point dans un instant. Sommet informel de l'Union européenne à Prague, Macron annonce la création d'un fonds spécial pour l'Ukraine devant l'absence de consensus. Palestine, un Palestinien tué par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée à Jénine. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a accusé l'entité sioniste d'essayer d'entraîner la région dans un cycle de violence. Et on entame ce journal à New York aux travaux de la Commission du désarmement et de la sécurité internationale de l'Assemblée générale de l'ONU. L'Algérie a présenté une résolution comme chaque année. L'occasion pour le représentant permanent de l'Algérie, Nadir Al-Arbaoui, à rappeler l'engagement de l'Algérie pour l'achèvement des aspirations des nations en faveur du désarmement. Tinhinan Makassi. Comme chaque année, l'Algérie a présenté une résolution en compte au renforcement de la paix et de la sécurité ainsi que la coopération dans la région méditerranéenne, lors des travaux de la Commission du désarmement et de la sécurité internationale de l'Assemblée générale des Nations unies. Et cela tout en restant fidèle aux grandes lignes de la politique étrangère de l'État algérien, dont l'un des fondements est la résolution des crises par des solutions politiques et non militaires. D'ailleurs, la nouvelle configuration géopolitique mondiale ne change pas la constance de cette position. Et c'est dans ce sillage que le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU à New York, Nadir Al-Arbaoui, a rappelé l'engagement de l'Algérie pour l'achèvement des aspirations des nations en faveur d'un désarmement, insistant sur le fait que le désarmement nucléaire est une nécessité vitale pour la survie humaine et un devoir moral des États signataires de la Charte des Nations Unies. Depuis son indépendance, l'Algérie revendique son appartenance géographique méditerranéenne, africaine et arabe, en même temps d'ailleurs que son engagement pour la paix et la stabilité dans ces espaces. À noter que l'apaisement des tensions dans le lac méditerranéen permettra notamment le développement d'une coopération équilibrée entre les rives nord et sud. On va en parler avec un expert en géopolitique et politique migratoire. Il s'agit de Kassimi Hassen. Il est en direct avec nous. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors un projet de résolution pour la sécurité en Méditerranée, on vient de le dire, présenté à l'ONU par l'Algérie par la voix de son ambassadeur permanent, représentant permanent Nadir Al-Arbaoui. L'Algérie souligne son engagement constant pour les objectifs du désarmement. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Kassimi, de ce projet de résolution présenté par l'Algérie ? Vous savez que l'Algérie en matière de paix et de sécurité est un partenaire fort et important. Alors, la déclaration du représentant de l'Algérie, Nadir Al-Arbaoui, aux Nations Unies, ne fait que confirmer cette volonté de l'Algérie de mettre en place vraiment une politique et une stratégie de stabilité, de paix au niveau de la Méditerranée. Et vous devez savoir qu'au niveau de la Méditerranée actuellement, la situation elle est compliquée, il y a des tensions. Et vous avez vu depuis 2011, depuis le printemps Moussad, il y a eu des confrontations très importantes qui ont provoqué soit l'affaiblissement des États, soit l'effondrement de l'État. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Tunisie, et il y a eu aussi l'émiettement des États et des tentatives de morcellement des États. La situation en Méditerranée est encore plus importante parce qu'il y a des enjeux. Oui. Et il y a au niveau de la Méditerranée, il y a des ressources énergétiques très très importantes et qui posent des problématiques encore nouvelles. Et là, je dois vous dire que la Méditerranée est un espace qui relie plusieurs continents, l'Europe, l'Afrique. Vous avez le détroit de Gibraltar qui permet d'accéder vers l'Amérique et aussi vers l'Europe ou l'Afrique de l'Ouest.
Et vous avez aussi le canal de Suez qui permet de passer vers l'océan Indien, vers l'Asie et vers l'Amérique. Donc, les enjeux de cet espace maritime qu'on appelle communément comme étant une mer entre deux terres présentent beaucoup de problématiques. Alors, pour les problématiques de sécurité en Méditerranée, je dois vous présenter quelques démarches et quelques conceptions. Bon, l'axe euro-atlantique. Pour l'axe euro-atlantique, donc la politique de sécurité s'exprime dans le cadre de l'OTAN et il y a des concepts qui ont été développés et c'est des concepts qui ont pour objectif, bien sûr, non seulement d'assurer la sécurité en Méditerranée, mais il y a derrière aussi des volontés de leadership et de domination. Et il y a encore une autre démarche, c'est la démarche des Nations Unies, qui développe le concept de sécurité collective et pour lequel l'Algérie est en train de travailler depuis fort longtemps. Et vous avez vu la déclaration de notre ambassadeur aux Nations Unies, M. Al-Arbaoui, qui va un peu dans ce sens pour le désarmement, la dénucléarisation. Et là, croyez-moi que c'est une demande de l'Algérie qui s'adresse aussi aux nations nantis pour préserver l'humanité d'un avenir qui pourrait être catastrophique si on ne prend pas maintenant des mesures urgentes pour stabiliser, pour pacifier et réduire les champs de tension. Et là, je dois vous dire autre chose, que l'Algérie a 1200 km de côte maritime et elle est à ce titre encore plus concernée pour la sécurité et la stabilité au niveau de cet espace maritime sur lequel il y a des problématiques énergétiques très importantes et vous devez savoir qu'en Méditerranée orientale, il y a eu de très fortes découvertes de gaz, ce qui rend encore la délimitation des frontières maritimes au niveau de cet espace oriental encore plus conflictuelle, plus difficile. Merci. Et là, je dois vous dire que les nations nantis ou celles qui sont sur le point de découvrir certaines découvertes pétrolières ou gazières refusent malheureusement d'aller vers l'arbitrage international quand il y a bien sûr conflit sur la délimitation des frontières. Et là, je dois vous dire une chose, que la démarche de l'Algérie, c'est d'abandonner ce concept clanique, ce concept qui engendre le désordre et l'instabilité, et ce concept-là ne doit pas s'inscrire dans le cadre d'une logique de confrontation avec l'axe russo chinois. Malheureusement, là, le temps nous est compté pour ce journal télévisé. On vous recontactera donc pour développer ces points. Merci pour cet éclairage. Je le rappelle, vous êtes expert en géopolitique et politique migratoire. Dans le reste de l'actualité, sommet arabe d'Alger, les archives nationales organisent une série d'expositions de documents et de photos sur les pays arabes. Cette série d'expositions a été inaugurée aujourd'hui sous le thème « La Ligue arabe ». Histoire et parcours. Le conseiller du président de la République chargé des archives nationales et de la mémoire nationale a fait savoir que cette manifestation s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour la sensibilisation de la société algérienne et les communautés régime arabes. On l'écoute. Les archives nationales, comme toutes les institutions de l'État, participent à la préparation et au déroulement du prochain sommet arabe. Peut-être que certains pourraient dire mais les archives nationales détiennent les archives. Donc tout le développement du travail de la Ligue arabe se trouve archivé. De même qu'il y a des documents qui peuvent expliquer un certain nombre de choses que le citoyen doit connaître. Donc cette manifestation qui est la première de toute une série d'expositions qui concerneront les pays arabes. On a choisi 2 ou 3 ensemble pour qu'on puisse couvrir la période qui nous sépare du 1er novembre, le jour de la tenue du sommet arabe. Et concernant la question sahraoui, rencontre à Moscou entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Il a été discuté de l'état et des perspectives du processus de règlement du Sahara occidental. Le rôle stabilisateur de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental a été noté.
Et au Nigeria, d'importantes inondations ont submergé les principales routes reliant l'État de Kogi à d'autres régions. Il s'agit des pires inondations que le pays ait connues en 10 ans. Des milliers de voyageurs étaient encore bloqués hier, vendredi. Les inondations ont tué 7 personnes et plusieurs maisons ont été englouties par les eaux. Pour l'heure, les secours ont eu du mal à évacuer les habitants des zones touchées. Les inondations au Nigeria sont principalement dues à la libération de l'excès d'eau du barrage de Lagdo, au Cameroun voisin, et à de précipitations inhabituelles. Burkina Faso, le nouvel homme fort du pays, Ibrahim Traoré, rencontre des diplomates accompagnés d'autres membres de l'armée. Ibrahim Traoré soutient que son combat ne vise qu'à donner plus de quiétude aux populations en accélérant la lutte contre le terrorisme. Il souligne que le travail déjà commencé sur le terrain. Il appelle également au soutien des partenaires du Burkina Faso. Le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le pays. Et en Éthiopie, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires met en garde contre la propagation d'une épidémie de choléra dans le sud-est du pays. 155 cas au total ont été signalés depuis fin septembre dernier. Selon les chiffres du bureau, 3 districts sont touchés par l'épidémie. Le district de Berber, de Arena Boulouk et de Delomena. Et puis en Europe, une partie du pont de Crimée s'effondre suite à une explosion. Des sources sécuritaires russes ont annoncé ce matin qu'une explosion d'un camion avait déclenché un incendie sur le pont de la Crimée en territoire russe. Selon Moscou, 3 personnes sont mortes d'après les premiers éléments de l'enquête. Le point avec Amin Touta. C'était le symbole de l'adhésion de la Crimée à la Russie en 2014. Le pont de Kerch s'est endommagé ce matin après l'explosion d'un camion sur le pont qui a déclenché un incendie. Au moins 3 personnes sont mortes selon les enquêteurs. Il s'agit probablement des passagers d'une voiture qui se trouvait près du camion. Des médias russes ont indiqué que l'explosion a provoqué l'embrasement de 7 réservoirs de carburant d'un train qui se dirigeait vers la péninsule de la Crimée. Dans la foulée, le président russe Vladimir Poutine avait ordonné la formation d'une commission gouvernementale pour enquêter sur l'incident du pont. Les autorités locales indiquent que la réparation du pont commence aujourd'hui, dès que les travaux de la commission d'enquête et du service fédéral de sécurité russe seront achevés. Du côté de Kiev, le ministère de la Défense ukrainienne a comparé cette attaque à celle du croiseur Moskva en mer Noire au mois d'avril dernier. Un événement qui s'ajoute à une situation de conflit intense sur le terrain depuis plusieurs mois, notamment dans la région du sud-est de l'Ukraine. Sans un réel indice d'une reprise des pourparlers entre les deux parties, suspendus depuis le mois de mai passé. Et l'explosion du pont aujourd'hui vient soulever une multitude de points d'interrogation sur des explosions ciblant des points stratégiques. Une enquête criminelle a justement été ouverte sur cette explosion. C'est ce que déclare la porte-parole du comité d'enquête russe, Svetlana Petrenko. Selon elle, l'incident sur le pont de Crimée a été causé par l'explosion d'un camion. Le chef de l'Assemblée de Crimée, le parlement régional installé par la Russie, Vladimir Konstantinov, dénonce plutôt un coup de vandale ukrainien. Le comité d'enquête a ouvert une enquête criminelle après un incident sur le pont de Crimée. Selon les informations préliminaires, un camion a explosé sur la partie routière du pont de Crimée dans la matinée d'aujourd'hui, ce qui a entraîné l'incendie de 7 citernes ferroviaires qui allaient vers la péninsule de Crimée. En conséquence, 2 voies se sont partiellement effondrées. Des spécialistes scientifiques ont été envoyés sur place. Le comité d'enquête établira toutes les circonstances de l'incident et les personnes liées au crime. On va en parler avec Madame Karine Béché-Golovko, juriste et professeure à l'Université de Moscou. Bonsoir Madame. Bonsoir. Une explosion donc du pont de Crimée, la deuxième explosion, on le rappelle, en l'espace de quelques semaines après celle qui avait atteint le gazoduc russe en mer Baltique. Est-ce que ça ne fait pas trop de hasard dans une conjoncture déjà très tendue entre la Russie et l'Occident ? Tout à fait. Il me semble que l'on ne peut plus parler de hasard, même si dès le départ, il était quand même assez surprenant d'en parler. De la même manière que la qualification d'acte terroriste, même si a priori c'est ce qui vient au début à l'esprit, semble aussi quelque peu, on va dire, sous-estimer la situation.
puisque si l'on en croit en tout cas les déclarations de certains représentants du pouvoir ukrainien, il s'agit réellement d'un acte visant à désorganiser les possibilités de l'armée russe dans son combat afin de libérer les territoires du nazisme, comme il l'affirme. À partir de là, nous ne sommes malheureusement pas dans le cadre d'une configuration d'acte de terrorisme ou de vandalisme, mais bien dans le cadre d'un acte de guerre. Et l'un dans l'autre, ça s'appelle un casus belli. Ça, c'est sur le plan juridique. Après, politiquement, comment cela peut être interprété, cela dépend aussi de la volonté des autorités russes et de savoir jusqu'où, cette fois-ci, elles seront capables ou elles auront la volonté d'aller, puisque manifestement toutes les lignes rouges ont été déjà violées et dépassées, comme le soulignent d'ailleurs de nombreux correspondants de guerre russes qui se demandent s'il ne serait pas temps de considérer que les explosions sur le pont de Crimée, c'est une ligne très rouge, et précisant avec un certain humour qu'il s'agit bien du pont de Crimée qui est en Crimée et non de celui qui est à Moscou. Donc en fait, beaucoup attendent maintenant aussi des réactions, et des réactions pas seulement en parole mais en acte du pouvoir russe pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et qu'est-ce que ça implique justement aujourd'hui pour la Russie ? Aujourd'hui, la Russie est face à un choix existentiel parce que jusqu'à présent, le pouvoir russe refuse en quelque sorte la guerre. Les pays de l'OTAN, à travers l'Ukraine, font la guerre à la Russie. La Russie, elle, refuse le terme de guerre, le concept de guerre, parce qu'il implique réellement une autre politique que celle qui est menée actuellement dans le pays, à la fois sur le plan militaire et sur le plan politique. Ça se discute, mais jusqu'à présent, c'est vrai que ça a permis à la Russie de maintenir un certain équilibre social. Maintenant, on voit que cette politique a atteint ses limites, que le territoire russe est régulièrement touché, que si la Russie a intégré ces 4 nouveaux sujets, il faut qu'elle arrive maintenant à politiquement et donc militairement défendre ce territoire, qui est désormais le territoire national russe, et à défendre également la Crimée. Cette attaque du pont de Crimée est une provocation directe pour montrer que la Russie sera capable ou ne sera pas capable de passer des mots aux actes. Elle a annoncé que si jamais le territoire russe était directement touché, dans ce cas-là, pour elle, une ligne rouge serait franchie et elle réagirait. Pour l'instant, on a vu certaines réactions, on va dire, situatives. Il y a un renforcement de la sécurité sur le pont. Il y a eu certaines frappes ciblées. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu réellement, bon, c'est encore tôt, mais il n'y a pas eu de changement stratégique. La question qui se pose pour beaucoup de personnes, c'est y aura-t-il et quels seront ces changements stratégiques? Il y a effectivement une forte réflexion en ce sens qui doit être actuellement menée. Ça n'est pas évidemment une décision qui se prend à chaud dans les quelques heures qui suivent un acte d'une telle ampleur, mais en tout cas, c'est une décision qui doit être prise et qui doit être annoncée. Merci Madame Karine Bécher-Golovko. Je le rappelle, vous êtes juriste et professeure à l'Université de Moscou. Vous étiez en direct avec nous. Et au terme du sommet informel de Prague, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un fonds spécial pour l'Ukraine, une décision prise par les 27 comme seul et unique point d'entente, puisque ce sommet a mis en exergue les dissensions et la divergence des points de vue au sein de l'Union européenne concernant le plafonnement des prix du gaz. Sourila Kilal. Le président français Emmanuel Macron a annoncé au terme d'une rencontre informelle des chefs d'État de l'Union européenne à Prague la création d'un fonds spécial pour l'équipement militaire de l'Ukraine. C'est sur fond de grandes disparités que se déroule le sommet de Prague. Les pays européens comme l'Allemagne, la France, la Suède ou encore la Norvège ne sont pas sur la même longueur d'onde. Le sommet de Prague a montré les faiblesses et l'incapacité des pays européens à pouvoir accorder leur violon sur la question énergétique. Jamais les dissensions et les points de vue n'ont été aussi disparates que lors de ce sommet informel de Prague. Les besoins de l'Allemagne étant ce qu'ils sont à l'arrivée de l'hiver, la position de l'Allemagne a été très claire. Les responsables ont montré des réserves quant à la question du plafonnement du prix du gaz. La France et l'Espagne, pour leur part, se sont montrés réticents pour un plafonnement des prix du gaz appliqué seulement pour la Russie. Car de leur point de vue, s'il doit y avoir un plafonnement, il devrait concerner d'autres pays producteurs comme la Norvège et les États-Unis.
Un point qui a montré les limites du sommet de Prague et semble être un échec non avoué par dépit. Il ne reste plus comme solution à ces pays que d'apporter leur soutien à l'Ukraine, le seul point pour ne pas sortir sans conclusion. D'autant plus que des voix se sont élevées au sein du sommet pour dénoncer la position américaine, l'accusant à demi-mot de profiter du conflit en Ukraine pour augmenter le prix du gaz, profitant d'une conjoncture européenne des plus délicates jamais vécues depuis les années 70. En Irlande, 7 personnes ont perdu la vie lors d'une explosion dans une station-service hier après-midi dans le nord-ouest du pays. La police indique que 8 personnes ont été hospitalisées alors que les recherches d'autres victimes se poursuivent. On peut voir sur ces images les dégâts causés par la déflagration dans la station-service, mais aussi sur la façade d'appartements voisins. En Allemagne, une panne massive a paralysé le trafic ferroviaire dans le nord du pays. La compagnie Deutsche Bahn indique qu'elle a été provoquée par un acte de sabotage visant des câbles de liaison radio. La panne a entraîné une suspension pendant 3 heures ce matin des liaisons ferroviaires dans tout le nord de l'Allemagne. La liaison Berlin-Amsterdam avait aussi été suspendue. Des annulations et des retards ont marqué la journée de ce samedi malgré le rétablissement des liaisons ferroviaires. Perturbation du trafic de train au Royaume-Uni cette fois en raison d'une nouvelle grève des syndicats du rail. Ils étaient près de 40 000 membres des syndicats RMT du réseau Network Rail et de 15 sociétés d'exploitation ferroviaire à se mobiliser pour réclamer une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Une revalorisation salariale demandée donc face à une inflation record. Seulement un train sur 5 a circulé dans le pays ce samedi. La moitié du réseau est fermée. En France, plus d'une station-service sur 10 est privée de tout en partie de ses carburants en France, en particulier sous l'enseigne Total Énergie, victime du succès d'une remise à la pompe et d'une grève dans ses raffineries et ses dépôts de carburant. Quelques 12% des stations en France connaissent des difficultés sur au moins un type de carburant à la pompe, avec des situations variables selon les régions. Les Hauts-de-Seine étaient les plus touchés, avec environ 30% des stations. Les citoyens réagissent à cette situation. On les écoute. Une demi-heure, c'est la 3e pompe que je fais là. Mais ils ne nous disent pas s'il y a de l'essence ou non. Sur la porte, c'est indiqué que ça ouvre à 6h. Mais là, il est 7h moins 20. Maintenant, vous avez entendu le monsieur qui crie. Il dit pas avant 7h, 8h. Mais est-ce qu'il y a de l'essence? On peut bien attendre, mais est-ce qu'il y en a de l'essence? Le problème est là. On n'attend pas bêtement. Là, je me suis réveillé à 4h du matin pour pouvoir chercher de l'essence. Et là, ça va faire à peu près... là, ça va faire 4 heures. Si il y a de l'essence jusqu'à 8 heures, ça va faire 4 heures que j'attends pour pouvoir mettre de l'essence. Ah, j'ai fait le VTC. Et là, je roule aux réserves. Il n'y a rien dedans. Palestine, un citoyen a été tué par les forces sionistes en Cisjordanie occupée. C'est ce qu'a affirmé le ministère palestinien de la Santé. Il précise que le Palestinien a été tué par balle par l'occupation sioniste à Jenin. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a accusé l'entité sioniste d'essayer d'entraîner la région dans un cycle de violence hier. Pour rappel, ce meurtre est survenu au lendemain de la mort de 2 autres Palestiniens, parmi lesquels un adolescent de 14 ans tué par des tirs des forces sionistes. Thaïlande, tuerie dans une crèche. Le roi dit partager la douleur des familles des victimes après cette tuerie qui a fait 36 morts. Il s'est rendu hier dans la soirée dans un hôpital de Nang Bu Lantu où sont soignés les blessés. Il s'agit de l'une des rares visites du roi à ce sujet. Les familles endeuillées se sont agenouillées sur le sol de l'hôpital comme le veut la coutume thaïlandaise en présence du roi. Cette tuerie est l'une des pires attaques qu'ait connues le royaume. Les rites funéraires bouddhistes pour les morts devraient commencer ce samedi, marquant le début de 3 jours de deuil pour les personnes tuées. Je suis ici aujourd'hui pour rendre visite et apporter un soutien moral. Je suis extrêmement triste et j'ai le cœur brisé qu'un tel incident se soit produit. Je partage votre douleur et votre chagrin. J'aimerais vous apporter mon soutien psychologique pour que vous reveniez plus fort, afin que les esprits des enfants puissent être en paix, en sachant que leurs familles sont fortes et peuvent continuer à vivre.
Déclaration de la porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning. Elle fustige les restrictions américaines à l'exportation de puces électroniques visant, selon elle, à maintenir l'hégémonie technologique américaine. Washington a annoncé vendredi hier donc des mises à jour dans ses règles de contrôle à l'exportation, une mesure censée compliquer davantage la fabrication et l'achat par la Chine de semi-conducteurs. La fabrication et l'exportation de semi-conducteurs font l'objet d'une féroce bataille entre les deux puissances économiques pour la domination technologique. Pour maintenir leur hégémonie technologique, les États-Unis emploient des mesures de contrôle des exportations pour bloquer et supprimer délibérément les entreprises chinoises. Cette pratique déroge au principe de concurrence loyale et viole les règles économiques et commerciales internationales. Elle portera non seulement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des entreprises chinoises, mais aussi aux droits et intérêts des entreprises américaines. Et l'Organisation des États américains s'engage à s'attaquer aux crises du Nicaragua et d'Haïti lors de la clôture de son assemblée annuelle à Lima. Haïti a demandé une assistance internationale pour faire face à la crise de sécurité causée par les bandes criminelles que la police haïtienne ne peut résoudre seule. Depuis qu'Haïti a annoncé en septembre une hausse du prix de l'essence, le pays a connu des émeutes, des pillages et des manifestations. Depuis des années, les forces de police haïtiennes sont débordées avec environ 10 000 agents pour tout le pays. Ce vote revêt une grande importance pour Haïti et son peuple, dans la mesure où il annonce un engagement clair des États membres pour aider le gouvernement haïtien à combattre et prévenir l'entrée sur son territoire d'armes et de munitions à destination des gangs armés qui sèment le deuil. En Équateur, 2 assaillants à moto ont ouvert le feu ce vendredi hier sur le siège d'une chaîne de télévision et laissé des tracts menaçants contre un journal à Guayaquil, 2e ville du pays. Cette ville qui est désormais l'épicentre de violences criminelles dans le pays. L'attaque a visé la chaîne de télévision RTS. Les individus n'ont pas encore été identifiés. Santé en Chine, 447 cas confirmés de Covid-19 ont été signalés dans la partie continentale, 241 dans la Mongolie intérieure et 47 au Guangdong. C'est ce qu'a indiqué la Commission nationale de la santé. Hier, aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré. Faire un PCR tous les 2 ou 3 jours, scanner un code à l'entrée des lieux publics pour prouver qu'on est négatif, telle est la politique zéro Covid en Chine, devenue un symbole du système Xi Jinping. Outre la contrainte qu'elle fait peser sur des centaines de millions d'habitants, cette politique a un coût. L'économie chinoise verra sa croissance ralentir à 2,7% cette année, selon la banque japonaise Nomura. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité continue sur les réseaux sociaux d'Al24 News. Quant à moi, je vous souhaite un excellent début de semaine. Je vous retrouve le week-end prochain, comme de coutume. Bonsoir.